Bonjour à tous, désolé pour le petit délai. Les aléas de HDMI, ceux qui ont été au stick, voilà, vous pourrez me dire que je suis maudit. Donc nous on va parler principalement de sans fil aujourd'hui, donc les communications sans fil, c'est fantastique, surtout pour nous les pirates. Ah non, pardon, les hackers, on est éthique, c'est vrai ici. Donc pour nous les hackers c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Donc je sais pas si vous me connaissez, peut-être certains d'entre vous m'ont déjà vu à une édition précédente, à d'autres événements aussi. Donc moi, basiquement, je suis curieux depuis 1984, je touche un petit peu à tout ce qui est hardware depuis 2008, enfin, c'était même avant. Je suis papa hacker depuis 2012, et puis un jeune vieux con depuis 2014, voilà. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment quelque chose de transverse, pas forcément trop technique. Si vous avez des questions sur la technique, il ne faudra pas hésiter à les poser à la fin. Je m'en profiterai pour essayer d'y répondre de manière la plus succincte possible et la plus compréhensible. L'idée c'est surtout de faire le tour de ce qui existe en termes de communication sans fil et puis de la sécurité de ces communications sans fil. Alors, je ne vais pas parler de toutes les communications sans fil, pas de Wi-Fi, pas de GSM, on va cibler principalement ce qui est, on va dire, trendy, donc tout ce qui est lié à l'Internet des objets, tout ce qui est objet connecté en particulier. Donc, je vais présenter ici un truc, des petites mésaventures qui me sont arrivées, à la fois d'ordre personnel et puis dans d'autres cas d'ordre professionnel, sur des éléments qu'on a pu tester. Donc en fait, en quelque sorte, une merveilleuse histoire de l'objet connecté. Et cette histoire de l'objet connecté commence... Est-ce qu'il y a des merveilleuses ou pas elle commence tout simplement avec un super cadenas. Oui, j'étais un peu lockpicker en étant perdu. Et je me suis intéressé à un truc tout nouveau qui est sorti il y a quelques années, le cadenas connecté. Alors ici, c'est un modèle en particulier, The Quick Lock, un modèle fait par des Américains, produit aux US, qui, du moins, est vendu comme quelque chose de super cool, super sécurisé. Donc, pour vous présenter un petit peu le produit, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'allez pas l'acheter à la fin quand même, mais bon. Donc, le cadenas peut s'ouvrir avec du RFID, il peut... Ouais, c'est un peu haché comme truc, non? Attendez, je vais régler ça. C'est Canon navigateur, peut-être un... Ah, on dirait que c'est un peu... Donc le cadenas connecté peut s'ouvrir en RFID, disais-je. Donc on appuie sur le petit bouton, on passe une bague, c'est marrant, etc. Ils l'ont testé, ce cadenas. Ils l'ont testé, mais sur toutes les formes. Ils ont essayé notamment de tester sa résistance aussi aux dégradations, comme par exemple en lui envoyant plein d'eau dessus, puis en testant si ça marche après. Oui, c'est bien, il est étanche. Ils l'ont envoyé au travers de placo, on ne sait pas pourquoi. Ils ont roulé dessus avec des voitures, je trouvais ça très drôle. Et même après ça, on voit bien que le cadenas, eh bien, il marche toujours. C'est magnifique, ils ont fait un cadenas IP je sais pas combien. Donc un truc super cool. Et la partie qui m'intéresse ici, il y a une application mobile, vous pouvez vous connecter sur le cadenas avec, et puis le déverrouiller. Avec ici une protection avec un PIN code. Donc bon, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter ce cadenas. Et puis quand je l'ai eu sous les mains, je me suis posé quelques petites questions. La première question qui venait à l'idée comme ça, c'est « Waouh, ce cadenas a l'air super solide ! Qu'en est-il des communications Bluetooth low energy qui soient le protocole de communication avec le smartphone ?» Eh bien, pourquoi pas, on va jeter un œil. Et puis il y a une autre interrogation, c'était si jamais je trouve ce cadenas, est-ce que par exemple je peux essayer de retrouver le code PIN? C'est le cadeau bonus, disons, de cette petite présentation sur ce cadenas. Donc j'ai essayé d'apporter des réponses. Je me suis creusé un peu la tête, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire avec ce cadenas. Donc première partie de la réponse sur la première question. J'ai réussi à faire une attaque qui permet de se faire passer pour un cadenas. Et je me suis rendu compte que l'application mobile, elle se connectait sur n'importe quel cadenas qu'elle voyait. En particulier, si on se fait passer pour la même adresse Bluetooth, ce qui n'est pas très compliqué à faire techniquement parlant. Et vous voyez ici notamment que on vous envoie le PIN code qui sert à déverrouiller le cadenas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez à côté de quelqu'un qui a l'application installée. S'il a le malheur de la lancer, que vous êtes près du cadenas ou autre, eh bien il va se connecter sur votre PC, il va vous donner le PIN code, ce qui fait qu'après vous pouvez le déverrouiller vous-même. Bon. Je n'étais pas très satisfait, pas très étonné de ce résultat, sachant que bon, c'est quand même un des premiers cadenas connectés, et les gens ne connaissaient pas forcément tous les mécanismes de sécurité du Bluetooth de l'énergie. Bon, quant à la deuxième question que je me suis posée, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller creuser un peu sur cette partie-là. Parce que bon, c'est facile, on peut trouver des cadenas
à racheter sur le Bon Coin, par exemple, quoique celui-là un peu moins. Et on peut aussi être tenté d'aller creuser, d'un point de vue investigation numérique, en quelque sorte, le contenu du cadenas. Donc bon, rappelez-vous, hein, le cadenas est super solide, super résistant, par contre avec un petit tournevis, on peut l'ouvrir. Bon, je vous cache pas que là, normalement, quand il est dans cet état-là, il n'y a plus qu'à squeezer ici les deux éléments et vous avez un cadenas ouvert. Hein. Donc est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'au Bluetooth énergie? Certainement pas. Continuons. On a accès au circuit électronique, qui est le cœur en fait, du système. Donc avec plein de petits composants, tous petits les uns que les autres, dont notamment deux puces, une pour les RFID, une pour la partie Bluetooth ou énergie. Et si on branche tout ça, après avoir fait une petite phase de reconnaissance, et qu'on branche tout ça sur un ordinateur avec un adaptateur qui va bien, de Texas Instruments, par exemple ici un CC Debugger, eh bien on arrive à extraire l'intégralité de la mémoire. Oui, parce qu'ils n'ont pas désactivé les systèmes de debug, donc on peut très bien aller directement aspirer le contenu de la mémoire, et puis figurez-vous que dans la mémoire, il y a notamment le pin code et l'historique des ouvertures. Donc si vous mettez la main sur ce cadenas, avec 2-3 soudures, on arrive à récupérer le contenu, on peut récupérer le code PIN, on peut récupérer tout le log des ouvertures. Alors c'est pas un log qui est caché, hein. L'application vous offre cette fonctionnalité, c'est juste qu'il y a un petit bout de mémoire qui sert à stocker cet historique. Donc bon, j'étais un petit peu déçu, je me suis attendais pas à un truc aussi pourri. Donc moralité, éviter d'acheter ce cadenas, ils n'ont pas corrigé depuis. Donc bon, j'étais un peu frustré, donc un peu plus tard, je me suis dit, tiens, je vais peut-être me remettre à acheter des objets connectés, par exemple. Tiens, allez, soyons fous, allons acheter une ampoule connectée. La bonne idée, ouais. Ampoule connectée. Alors, malheureusement, j'avais une démo sur l'ampoule connectée que je ne pourrais pas faire, merci à la SNCF qui m'a planté ce matin et je n'ai pas pu prendre le matériel. Mais je vais vous montrer notamment un truc assez cool quand même sur la partie ampoule connectée. Dommage qu'il n'y ait pas la démo, ça aurait été un peu plus lumineux et plus parlant. Donc l'ampoule connectée intelligente, donc ils ont fait un système d'ampoules connectées. Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a des ampoules connectées en Wi-Fi, mais comme j'ai dit, Wi-Fi ça m'intéresse moyen. Et des ampoules connectées en Zigbee. Donc Zigbee, c'est un protocole de communication sans fil qui permet de faire du réseau maillé. Alors du réseau maillé, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire que dans votre appartement ou dans votre maison, vous pouvez mettre plusieurs ampoules, et elles peuvent être situées plus ou moins loin de ce qu'on appelle la passerelle, qui leur donne accès à Internet en l'occurrence, ou qui les contrôle. Alors, la passerelle qui est généralement ce qu'on appelle le coordinateur, qui est présent au centre, et en fait chaque ampoule va pouvoir relayer les messages à destination des autres ampoules, et ce qui fait que vous pouvez avoir des ampoules à 300 mètres, du moment qu'il y a une ampoule placée régulièrement, et bien le signal est emmené jusqu'à l'ampoule qui est située à 300 mètres. On aura besoin de quelque chose qui part relativement loin. Donc c'est assez intéressant, ça veut dire ici aussi qu'on peut rajouter des équipements dans un réseau Zigbee. Ah, ça y est, je vois quelques-uns qui commencent à sourire. Donc on peut rajouter des équipements dans ce réseau Zigbee. Donc bien sûr, les gens qui ont fait la norme Zigbee, ils ont bien réfléchi à tout ça. Ils se sont dit, bon, on va penser des trucs sécurisés. Alors, comment on va faire pour assurer la sécurité? Eh bien, on va chiffrer. Oui, chiffrer, c'est bien. Chiffrer avec un algorithme AES, c'est bien aussi. Une clé de 128 bits, c'est très bien même. Bon, ça va pas forcément résister dans les années, mais en tout cas, pour l'année où c'est sorti, la norme, c'était relativement pas mal. Ouais. Et puis, bien sûr, il faut qu'on puisse ajouter des équipements. Oui, mais ces équipements, ils n'auront pas la clé. Comment on va leur donner la clé de chiffrement? Et donc, il y a une phase de provisioning qui consiste à fournir un nouvel équipement qui se connecte à la clé de chiffrement du réseau. Et c'est là où ça commence à se gâter. Donc, la première solution qu'ils ont envisagée, c'était la transition en clair de la clé. Un équipement arrive, le coordinateur passe en mode association, il fait une demande d'association, le coordinateur renvoie la clé en clair. Bon, ils se sont vite rendus compte qu'en sniffant simplement, on peut récupérer la clé de chiffrement du réseau, ce qui n'était pas terrible. Donc ils se sont dit, on va faire un truc de génie, on va mettre une clé permettant de chiffrer la clé de transport. La clé de réseau, pardon. Donc ils ont mis en place ce qu'ils appellent une clé de transport. Et la clé de transport, elle permet de chiffrer la communication avec l'équipement qui s'associe. Alors bien sûr, après il y a différents scénarios. Hein. Soit l'équipement qui s'associe a déjà la clé de transport préinstallée, soit il y a la possibilité de passer par ce qu'ils appellent les canaux out of band, c'est-à-dire un autre moyen, soit du Wi-Fi par exemple, ou du NFC, pour transmettre la clé. Ça marche relativement bien. Et on peut transmettre une clé de 128 bits, et puis la transmission de la clé réseau est faite de manière chiffrée. Et puis il y a une dernière solution qui est un échange de clés plus authentifié, mais aussi plus embêtant à mettre en œuvre. Bon, la plupart des gens qui font du Zigbee au niveau domotique, ils utilisent le deuxième système, c'est-à-dire la clé de chiffrement maîtresse, qui permet de transmettre la clé de réseau chiffrée. Et là, c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand on plonge dans la norme, la clé de chiffrement réseau, il y en a une qui est définie par défaut.
Ils ont dit, voilà, la défaut Trust Center Link Key, la Link Key c'est la clé qui sert à transmettre la Network Key, eh bien c'est 5A, 69, 667, 42, 65, et en fait, si on regarde ça, c'est de l'ASCII, c'est la chaîne de caractères Zigbee Alliance 09. Bon, Zigbee Alliance, parce que c'est l'alliance Zigbee qui gère le protocole, et 09, parce que ça a été créé en 2009. Voilà. Devinez combien de développeurs mettent cette clé-là par défaut. Voilà, donc j'avais une ampoule connectée, il y avait ça dedans, et on peut prendre le contrôle. C'était la démo. Merci. Continuons. Donc l'association, si on en avait parlé, bon la démo, voilà, donc normalement on était « Ah, c'est pas possible, on prend le contrôle de l'ampoule, c'est trop... » Non. Bon. Là où c'est plus intéressant, en fait, c'est que dans cette démo-là, il y avait une petite particularité. C'est qu'on a trouvé une vulnérabilité dans un des modules Zigbee qui était utilisé dans l'ampoule en question. Normalement, l'association, on peut la faire que quand on passe le coordinateur en mode association. Généralement, ça suppose soit d'activer ce mode par une application web. Vous allez sur un serveur en vous connectant Wi-Fi sur le coordinateur, vous dites « je veux ajouter un équipement » et là vous avez une fenêtre de temps pour ajouter l'équipement. Ça peut être une application mobile aussi qui le fait. Et si vous n'activez pas le mode association, normalement il refuse l'association. Et donc il y a des petits malins de développeurs qui se sont dit bah, on va quand même implémenter la réponse aux demandes d'association, mais on va pas faire la dernière phase. La phase de l'intégration au réseau. Ouais, enfin, on va quand même la clé de chiffrement du réseau chiffrer avec la clé par défaut. Et donc on a réussi à déclencher cette routine-là, à intercepter le paquet qui contient la clé de chiffrement, et à pirater le réseau, sans avoir à déclencher le mode d'association. C'est fait qu'on peut faire ça n'importe quand, sur ce type d'ampoule en tout cas. Bon, encore un fail. Alors ce qui est marrant, c'est quand la norme Zigbee, elle intègre quand même pas mal de sécurité, pas mal de mécanismes. Là c'est vulnérable, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choix techniques qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas bons. Parce qu'ils se sont dit, on va pas s'embêter à faire un truc trop compliqué, c'est galère. On va prendre le minimum requis, juste le chiffrement de la clé de transport, avec les réseaux, décidément j'y arrive pas, et ça sera suffisant, et puis la suite a montré que non. Bon, je continue mon petit périple, comme ça, dans les objets connectés, et puis au fur et à mesure, bah, je tombe sur d'autres objets connectés. Et un de ces objets connectés, c'est un clavier et souris sans fil. Alors c'est venu, ça date un petit peu, c'était en 2016, il y avait une annonce sur Twitter qui disait qu'un chercheur en sécurité, un certain Mark Newlin, avait réussi à poncer des claviers et souris sans fil, donc je me suis dit, ouais, c'est cool. Il avait donné accès à certaines ressources, donc je m'étais mis à creuser un petit peu la sécurité de ces trucs-là. Donc là où c'est intéressant, c'est que bah, je m'attendais au pire quand même, sur des claviers et souris sans fil. Donc ce qu'il faut juste savoir pour le background technique, c'est que c'est un protocole propriétaire. C'est un protocole qui a été conçu par un fabricant de puces. La sécurité, il ne connaît pas le fabricant de puces. Donc le fabricant du clavier en question ici, donc là c'était Microsoft, s'est dit bon, on va mettre de la sécurité. Donc j'ai acheté un clavier Microsoft. Il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait en fin 2016, début 2017. Ça marchait avec Windows 10, il y avait le saut Windows 10 approved. Ouais, donc là je m'attends au pire, et puis je lis dans les specs, ah ouais mais ils font du chiffrement, c'est bien les gars, faites du chiffrement, vous assurez la sécurité. Avec du XOR. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le XOR c'est du chiffrement qui n'est pas très solide, avec une clé ici d'un octet en plus pour bien faire. Comment dire? Donc c'était un petit peu mis en déroute. Donc là j'ai laissé le clavier Microsoft de côté. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire, c'est que vu que c'est chiffré avec un octet, potentiellement on peut venir sniffer les frappes de touche. Donc imaginez un collègue de votre travail qui a ce clavier Microsoft, vous pas très loin avec un petit utilitaire permettant de sniffer les communications avec le bon protocole. Eh bien, il y a moyen de s'amuser. Donc je me suis amusé à faire un petit keylogger portable. Voilà, il ressemble à ça, il est tout mignon. On le place dans une salle de réunion, avec un clavier justement sans fil. Et après, on demande à un collègue gentiment de s'authentifier sur un mail, avec le super clavier sans fil qu'on lui met à dispo. Ce qui est débile, parce qu'en plus c'est un laptop, mais bon, passons. Donc il s'authentifie, moneyhenry@outlook.com, etc., avec son super mot de passe. Je peux zoomer, c'est trop petit pour ceux du fond. On passe en plein écran, peut-être ça va faire bugger le truc, mais bon, on verra. Donc il tape son mot de passe, tout va bien. Entre temps, je viens récupérer le keylogger une journée ou 2 jours après. La durée de vie ici de ce keylogger à peu près de 3 à 4 semaines en usage, donc c'est pas mal. Et une fois qu'on a récupéré le keylogger, on le connecte en USB sur notre PC, et puis on vient récupérer toute sa mémoire, c'est-à-dire toutes les frappes de touche qui ont été tapées. Alors je vais accélérer un petit peu sur cette partie-là, parce qu'il y a un petit moment où ça va là. Et donc, on appuie sur le petit bouton du keylogger, ça va popper en bas à droite, voilà. On appuie sur le petit bouton, et il nous envoie toutes les frappes de touche qui ont été faites. Alors c'est un peu buggé, dans le sens où c'était une preuve de concept.
Mais on retrouve notamment les Meunier Henri avec des lettres répétées, et il y avait le super mot de passe qui était Henri Meunier en lit. Donc H3, NR1, etc. Donc bon, plutôt intéressant. Mais heureusement, certains font mieux. Certains ont décidé de faire du chiffrement AES plutôt que du chiffrement XOR, comme Logitech. Logitech a fait un super clavier, donc là c'est le K230, qui fait du chiffrement AES. À votre avis, c'est mieux ou pas? Alors, contre la capture de frappe de touche, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on n'a pas moyen de venir capturer ce que vous tapez au clavier, ce qui est plutôt une bonne chose. Si vous saisissez votre numéro de carte bleue, ce genre de choses, vous n'aurez pas de problème. L'inconvénient, c'est que pour être compatible, il supporte, avec son petit dongle unifying, il supporte des anciennes versions du protocole de communication qui, ces versions-là, en tout cas, n'utilisent pas de chiffrement. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire de l'injection de touche. Ouais. Alors, je vais pas vous montrer l'injection de touche, je vais vous montrer un petit dérivé qui est l'attaque sur la souris. C'est un peu moins classieux, ça fait moins son effet. Mais voilà, on remerciera encore une fois notre cher ami qui est gestionnaire de train. Sinon, j'avais un beau petit clavier à ramener. Bref, donc, ce qu'il faut bien retenir de ce clavier, en fait, c'est qu'il utilise un dongle, qui est le dongle qui est vulnérable. Ce dongle-là, il a un firmware à l'intérieur, qui a depuis été corrigé par Logitech, donc c'est pas la peine d'acheter des claviers Logitech à l'heure actuelle, ils sont tous patchés. Donc cette attaque ne fonctionne plus. À part pour les souris, ils ont jugé que les souris, en fait, c'est pas grave, on va prendre le contrôle d'une souris, OSEF quoi. C'est pas vraiment une menace. Donc allons voir un petit peu ce que ça donne avec une démo à peu près live. Donc, pour pirater ce système, je vais utiliser un dongle Logitech, qui a été reprogrammé avec un firmware spécialement créé par Mark Newlin, pour faire des attaques sur du Logitech en l'occurrence. Donc c'est bien, c'est Logitech qui s'auto-attaque. Enfin, auto-attaque. Avec un format spécial. Et puis j'ai une petite souris ici qui est compatible donc Logitech, qui est déjà branchée sur mon système et qui est dans une belle machine virtuelle qui est passée je sais plus où. Voilà. Je vais essayer de la réactiver. Donc la petite machine virtuelle. Alors j'ai mis un Ubuntu dessus. Ça marche un peu. Faut pas se tromper en fait, il y a ma souris et la souris d'un AVM. Comme un boulet, j'ai réussi à verrouiller ma souris dedans. Oh, ça déclate, ça va être encore la démo fake. Voilà. Bon ben moi si je pense pas être rouillé avec ça, c'est la contrôle alt, non. Faut arrêter. Droit. Pardon? Contrôle droit. Oui, contrôle droit, oui, c'est ce que je faisais. Ouais, ok. J'étais sur du VMware, désolé. Donc là, c'est bon, tout est bien comme il faut. Il ne me reste plus qu'à rappeler le... Je vais me mettre un terminal un peu plus lisible pour le reste de la démo. Ouais. Merci, et démo live. Tout un vrai bonheur. Voilà, celui-là devrait être un petit peu mieux.
Je vais lancer un petit script Python qui va utiliser le dongle Logitech qui a été reprogrammé pour prendre le contrôle de la souris qui est dans la machine virtuelle juste derrière. Donc je vais mettre la souris à peu près visible, ici. Alors ça va me faire apparaître un super truc. Et normalement vous allez voir ma souris ici qui bouge, et puis surtout la souris dans la VM qui se met à bouger elle aussi. Alors c'est marrant parce que normalement je peux aussi gérer les clics. Si je sors pas de mon super espace. Ouais, je sais pas pourquoi je sentais bien que ça allait merder. Allez, ouais. Voilà, donc là j'arrive à lancer un Firefox en ayant deux souris à l'écran parce que je fais une injection de l'autre souris. Donc on peut très bien envisager un clavier virtuel, de scripter des trucs de manière automatique. Alors ça marchouille, hein, faut qu'on soit bien clair là-dessus. Au niveau de l'exploitation, en tout cas, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Mais l'avantage, c'est que dans les claviers vulnérables, on peut aussi faire de l'injection de touches. Et ça revient à brancher un Teensy ou un équipement, un rubber ducky sur votre PC, mais en réexploitant en fait, le dongle Logitech. Donc il n'y a pas besoin de forcer quelqu'un à brancher un rubber ducky, il est déjà présent en fait sur l'adaptateur. Alors savoir qu'il y a d'autres attaques qui ont été démontrées, comme par exemple si vous avez juste une souris et pas un clavier qui est déjà connecté à votre dongle Unifying Logitech, on peut automatiquement ajouter un nouveau clavier qui va être détecté comme souris. Je sais pas, ils ont fait des petits bugs. Et on peut ensuite faire l'injection de touche. Voilà. Ça c'était pour la petite démo live. Enfin, pas entière. Elle n'est pas entière, ce qui manque la partie clavier. Mais bref, en tout cas, pour les claviers sans fil, les souris sans fil, on a notamment moyen de faire l'injection de code malveillant, de frappes malveillantes, en tout cas dans l'ordinateur. Bon. Là, je me suis dit, bon, ça commence quand même à sentir mauvais. Hein. On a le canevas qui marche pas, l'ampoule connectée qui est piratable, le clavier souris sans fil qui aussi est vulnérable. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Encore plus tard, je retombe sur des objets connectés et puis je tombe sur ça, en fait. Je change de boîte. J'arrive chez Digital Security et on a un kit de bienvenue à Digital Security, c'est notamment un drone. Parce qu'un des fondateurs est fan de drone. Donc on a un petit drone, c'est un Tierson CX10, donc ça marche en 2 Go 4 hein, avec une petite télécommande qui va bien. En quelques mois, on arrive vite fait à prendre le contrôle de ce machin, puis on se prend vraiment pour un pilote, hein, un truc... on pense qu'on pourrait peut-être rivaliser avec des mecs qui font des courses de drone, par exemple, en mode bien violent. Donc on était tout chaud au bureau, on jouait avec tous ces petits machins. Donc les Tierson CX10, alors c'est pas le modèle là, ça c'est des trucs de course digne de nom. Moi je suis plutôt un bébé pilote. Hein. J'apprends à piloter ce genre de choses, mais j'en crache plus que j'en pilote en fait. Donc on est en train de piloter ça, puis il y a quelqu'un qui me dit « Ouais Damien, ça serait bien si on essayait de pirater ces trucs. » Oui, allez, pourquoi pas, soyons fous, regardons un petit peu comment ça marche. Donc j'ai commencé à creuser un petit peu le protocole de communication, et donc on a un protocole qui est assez sympa. En fait, votre télécommande, il y a une phase d'appairage en quelque sorte au début, on doit mettre les gaz à fond, gaz en bas, pour pouvoir appairer avec le drone. Et on a donc cette chose qui se passe, c'est qu'il y a un échange de ce qu'on appelle le TXID et le VID. Donc TXID c'est Transmitter ID, identifiant de la télécommande, c'est juste une série d'octets qui représentent une télécommande en particulier. Et puis le VID c'est le Vehicle ID, donc c'est l'ID de votre drone. Une fois que c'est échangé, eh bien, tous les messages qui vont être envoyés contiennent ce TXID, ce VID. Et donc la télécommande, on voit régulièrement la position des sticks au drone et le petit quadcopter déduit des commandes que vous lui donnez. Et il va piloter, enfin il va se comporter selon les ordres que vous lui donnez. Là, ça devient intéressant, c'est qu'il y a un petit gap de temps entre les deux commandes. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on se met à réémettre entre les deux commandes qui sont envoyées? Eh bien, on va pouvoir lui donner des ordres contraires. Et en fait, on a trouvé ici un petit bug dans ce protocole de communication. Donc, bien sûr, tout ça n'est pas chiffré, hein. Il y a un petit système de saut de fréquence, mais c'est très léger. Et bien, on a trouvé un petit moyen de prendre le contrôle. Donc, il a fallu, bien sûr, pour pouvoir tester ce moyen de prendre le contrôle, construire une télécommande pirate. Donc, la télécommande pirate, je l'ai faite avec quoi? J'ai juste exposé les joysticks en sortie avec des petits connecteurs comme ceci. J'ai branché un truc qui s'appelle un microbit de BBC. Donc le microbit, je sais, c'est pas très glorieux en français, ça vachement mieux en anglais. En fait, c'est un petit équipement qui a été conçu par des Anglais pour que les élèves anglais apprennent à développer. Mais il a l'avantage en fait d'avoir une petite puce qui gère de la communication de 2 Go 4, donc plutôt sympa. Donc en branchant ça là-dessus, on a un petit programme dedans qui permet de prendre le contrôle, et puis c'est parti. Donc ici, j'ai mon petit quadcopter Tierson CX10, je l'allume. La télécommande légite, hein, la vraie, celle qui m'a servi à piloter ce super quadcopter. Que voici. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'on allume la télécommande pirate.
Donc la voici. Donc de base, elle fait rien, elle n'est pas alimentée. Il faut mettre un petit cordon d'alimentation. Il y a un petit smiley qui apparaît, et puis un petit smiley, ça me dit en fait que ça y est, le contrôle est pris. Donc si on prend l'ancienne télécommande, on voit qu'il y a une commande qui passe et plus rien. Et puis du coup, avec la télécommande pirate, on peut prendre le contrôle du drone, ce qui va montrer dans 2 secondes. Et voilà. Intérêt néant, on va dire ce qui est. C'est pas. C'était plus du défi entre collègues. Et puis après, il y a la vidéo où c'est dans mon pauvre bureau à la maison, avec moi en sandales, qui fait des trucs. Je vous passe l'horreur que c'est. Mais bon, c'est exactement la même démonstration, mais cette fois-ci avec un drone qui vole. Donc je le fais voler une fois avec la télécommande légitime, et puis ensuite avec la télécommande pirate. On peut zoomer accélérer un petit peu, vu que j'ai perdu du temps au début avec le setup. Donc télécommande pirate, on la branche. Du coup, un écran histoire 2. Donc on branche la télécommande pirate, alors le focus c'est pas parfait. La télécommande d'origine ne pilote plus, et on peut piloter avec la télécommande pirate. Alors c'est un peu plus sensible, parce qu'en fait le convertisseur analogique numérique du petit bazar que j'ai connecté sur la télécommande pirate est très limité en termes de résolution. Donc au final, on peut pas faire des trucs très souples. Alors vous attendez pas à un pilotage merveilleux. En tout cas, ça fonctionne. Donc, plus drôle que ça. Et puis un peu plus tard, j'ai eu un autre drone sous la main. On m'a filé un super drone Bluetooth Low Energy. Alors vu que j'étais à fond là-dedans, depuis après 2 ans, je me suis dit que j'allais pas louper l'occasion. Et donc, de la même manière, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais ce protocole Bluetooth Low Energy, c'est quelque chose que j'ai présenté cet été à DEFCON notamment, eh bien, ça peut être piraté ou prendre le contrôle d'un drone, de la même manière. Donc basiquement, c'est pas très différent de ce que vous avez vu avant avec le Tierson, c'est juste que c'est plus compliqué techniquement à mettre en œuvre. Mais oui, encore mon bureau pourri avec mes drones, donc c'est un peu. Des fois c'est compliqué de les faire d'entrer dans le cadre, vous savez, quand on fait ces vidéos-là tout seul, avec juste un caméscope sur trépied. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le contrôle de la connexion, puis une fois qu'on a pris le contrôle de la connexion, c'est assez facile d'envoyer des commandes falsifiées, en se faisant passer pour la télécommande, qui ici en fait est une application mobile qui tourne sur un smartphone. Et c'est parti, donc là je vais forcer un atterrissage du drone. Donc là il est déconnecté, et j'envoie la commande pour qu'il atterrisse. Alors des fois il faut l'envoyer 1 ou 2 fois, et il se pose en douceur. Alors je me suis dit, ouais, poser en douceur c'est bien, et si on faisait un truc un peu plus démonstratif, un truc plus péchu, un truc qui donne plus envie. Donc pareil, on le refait décoller, on le redéconnecte. Ah non, c'est peut-être la même. Vu que je me suis loupé quand j'ai fait les slides à 2h du mat. Passons. Tant pis. On va payer les pots cassés. Donc bon, c'est pareil, mais le drone tombe. Comment je spoil tous les dépôts plats. Et donc bien plus tard encore, j'ai vu un truc passer sur le net. Ouais. Je me doutais bien que ça allait faire ça, c'était fait. Alors, oui, alors je vous dis pas la galère pour faire commander ça au boulot. J'ai quand même la personne qui était en charge de commander qui m'a demandé, bah, tu veux quel modèle? Celui à 35 mm ou celui à 45 mm? Pourquoi pas? On a pris celui à 35, je suis plus raisonnable. Donc, pour la petite histoire, donc sextoy, on va appeler ça comme ça. Il y a des gars de Pentest Partner qui se sont intéressés à ces sextoys, parce qu'il y en a un qui faisait un petit peu de reconnaissance en Bluetooth Low Energy dans le métro ou je ne sais quoi, et il a trouvé un sextoy qui s'appelait justement Lovense Hush, qui était annoncé, donc il fait là, Lovense Hush, ça sonne quand même un peu sextoy, mais il a cherché sur internet, il a trouvé le produit, et en fait il a trouvé un sextoy qui était dans un sac à main, dans un sac d'une personne, je veux pas être sexiste, en loin de là, donc c'est à tout usage, c'est d'ailleurs bien précisé sur le site du fabricant, enfin tout usage, non, faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est la destination des hommes et des femmes. Toujours est-il que donc, il a trouvé ça et puis il s'est dit bah tiens ça serait sympa qu'on regarde un petit peu du point de vue sécurité ce que ça vaut. Et donc il a creusé et donc ils ont réussi à prendre le contrôle de l'ensemble de ces sextoys. Ils ont même créé un terme qui s'appelle le screwdriving. C'est très charmant. C'est l'activité qui consiste à faire comme du war driving avec le Wi-Fi, sauf que cette fois-ci on cherche en particulier ces sextoys.
Donc bien sûr, le fabricant n'est pas resté en reste, ils ont bien répondu en disant que non, non, vous inquiétez pas, chers utilisateurs de ce sextoy, il n'y a pas de danger, parce que tant que l'objet, si le sextoy est allumé et que vous avez votre smartphone pardon, qui est connecté dessus, vous êtes tranquille, parce que ce sextoy n'accepte qu'une seule connexion à la fois. Oui, enfin, avec ce que j'ai fait avec le drone tout à l'heure, si on arrive à le déconnecter et à prendre le contrôle, ça peut donner des trucs assez marrants, non? Donc, le smartphone avec l'application, tout le truc pour enfants, ouais, c'est un truc, c'est un couteau suisse, machin, avec 2,4 Go. Donc toujours le truc pour enfants, parce c'est encore du BLE du coup, on sait toujours la même chose. Donc on va prendre le contrôle de la connexion, il y a un petit truc qui va popper, alors ça, vous allez peut-être pas voir parce que vous êtes loin, mais il y a un petit pop-up qui arrive, comme quoi on a déconnecté l'application. Voilà, c'est tout petit, ça pop ici. Donc c'est-à-dire que maintenant, si j'utilise l'application pour piloter le sextoy, ça marche pas. Mais en fait, ce que je vous dis pas, c'est qu'en fait, c'est vraiment le petit truc qui a pris le contrôle. Et donc, si on envoie la commande qui est normalement envoyée pour faire vibrer le sextoy, qui va pas tarder à arriver à l'écran. Voilà, après, il y a deux, trois petites démos pour expliquer ce qu'on faisait. J'ai pas envie de faire tout le blabla. Voilà, donc on va écrire dans une certaine caractéristique qui est un genre de données partagées qu'on va échanger avec le sextoy, on va demander de vibrer. Voilà. Et on l'arrête avant qu'il sorte du champ de la caméra. Et pour l'instant, c'est un niveau de 2, ça jusqu'à 10. Je voulais quand même que ça se voit à la caméra. Et donc, plus de connexion au niveau de l'application, et si on déconnecte notre outil d'attaque, on voit qu'ils se reconnectent automatiquement et on peut faire vibrer avec l'application. Ça veut donc dire ici que si vous tombez sur des connexions existantes vers ce device dans la nature, bah vous pouvez très bien déconnecter et puis prendre le contrôle du sextoy. Ça va être pratique, ouais. Alors la seule difficulté que vous aurez, c'est qu'il faut réussir à trouver déjà à quoi correspond une connexion. Mais ça, c'est pas indiqué clairement lorsqu'on fait le scan. Donc le risque ici est quand même relativement limité. Mais si ça se produit, ça peut être un peu dérangeant. Bon. On attaque la partie conclusion. Donc je pense que vous avez vu hein, mon petite pérégrination dans le domaine des objets connectés. Donc si on fait un petit point, on a un clavier, on va commencer par le début. Le cadenas qui n'est pas sécurisé, qui ne fait pas de communication chiffrée, qui envoie directement le code PIN en clair. Bon, je fais abstraction de la partie stockage de code PIN, parce que c'est pas mon thème de cette présentation, normalement c'est pas des communications, c'est du stockage. On a ensuite un clavier sans fil qui lui fait des communications chiffrées avec du XOR, qui peut s'intercepter sans aucun problème. Un autre clavier sans fil qui communique en AES, mais qui accepte des communications non chiffrées et permet donc de faire de l'injection. On a ensuite des drones qui peuvent être piratés. Bon, là, c'est plus des problèmes de la conception du protocole lui-même. C'est pas un problème de chiffrement, c'est vraiment la conception du protocole. Et donc on peut prendre le contrôle du Tierson CX10 par exemple, d'un drone aussi BLE. Et puis on a vu notamment que c'est valable pour des sextoys. C'est valable aussi, et c'est peut-être plus impressionnant, sur des équipements médicaux. Parce qu'il y a beaucoup d'équipements médicaux qui commencent à être à implémenter ou à utiliser ce protocole Bluetooth Low Energy, parce que c'est présent dans n'importe quel smartphone. Donc l'idée étant de désengorger les hôpitaux avec de l'hospitalisation à la maison. Il y a beaucoup de labos et beaucoup d'hôpitaux qui poussent vers les nouvelles technologies pour faire du monitoring, ou de la surveillance, à la maison, avec des outils qui sont notamment connectés soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth Low Energy, pour faire de la remontée par téléphone. Donc ce que je vous ai montré là, en fait, malheureusement, ça peut être réalisé à l'heure actuelle sur certains équipements, pas tous, ça dépend des versions qu'ils utilisent au niveau du Bluetooth Low Energy, mais ça peut être problématique. Alors, on va essayer de faire une conclusion à peu près digne de ce nom. Donc que faut-il en retenir? La première leçon à retenir de ce que je vous ai montré ici, c'est pas parce qu'un moyen de communication supporte le chiffrement que le chiffrement est utilisé. On vous dit oui, c'est du Bluetooth Low Energy, ça fait du chiffrement de Intel, AES, que vous voulez. Oui, ça fait du chiffrement, mais rien ne vous dit que votre équipement utilise vraiment cette couche de chiffrement. Il faut savoir qu'en fait, dans le protocole Bluetooth Low Energy, il y a tous les mécanismes permettant d'assurer la sécurité, à savoir l'authentification des équipements, le chiffrement des communications, et d'éviter tout ce que je vous ai montré ici. Seulement, 90% des équipements ne s'en servent pas, parce que c'est contraignant pour l'utilisateur. Donc s'il n'y a pas d'appairage, déjà, si vous n'avez pas besoin d'appairer un équipement en Bluetooth Low Energy, il faut vous poser des questions. C'est pas normal. Vous devriez appairer tous vos équipements pour vous assurer notamment qu'il y ait une communication chiffrée ou au moins authentifiée.
Donc ça veut dire aussi que, malheureusement, on fait reposer beaucoup de la sécurité sur l'utilisateur. Et c'est à l'utilisateur aussi de savoir, lui, comment identifier si un système est sécurisé ou pas, ce qui est loin d'être le cas. Loin d'être facile, du moins à faire. La deuxième leçon à retirer, c'est que les mots de passe et clés par défaut pourrissent la robustesse du chiffrement. On peut avoir un système qui va être très très solide, très robuste. S'il y a des petits malins qui, comme dans la norme Zigbee par exemple, mettent bah tiens, ça serait bien qu'on utilise cette clé-là par défaut, vous étonnez pas ensuite de voir des gens qui utilisent ces clés par défaut. Et ça, malheureusement, c'est plus du ressort des gens qui créent les normes ou qui créent des standards. On a aussi le rôle il y a aussi les développeurs qui ont un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre encore une fois Zigbee, il y a d'autres constructeurs, notamment des développeurs de stack Zigbee, comme Texas Instruments, qui fournissent dans leur SDK, dans l'équipe de développement donné aux développeurs, qui fournissent des clés par défaut. Il y a des développeurs qui ne vont pas changer les clés données en exemple. Donc, par exemple, pour Texas Instruments, c'est C1, C2, C3, C4, C5, et ainsi de suite. Donc, ce sont des clés que nous, on connaît, et qu'on teste aussi quand on essaie d'évaluer la sécurité de ces objets. Donc, encore une fois, les mots de passe et clés par défaut, il faut s'en méfier de l'alarme connectée, qui essaie de faire une alarme purement connectée, purement sans fil. Parce que mettre des câbles dans des maisons, ça coûte et c'est dur à tirer. Donc, l'avantage, c'est qu'avec du sans fil, c'est parfait. Donc, ils vont utiliser différents protocoles maison, etc. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si je fais juste un brouillage? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vos capteurs vont encore fonctionner? Est-ce que votre alarme va encore fonctionner? Donc ça, ce sont des problématiques qu'on a souvent dans les communications sans fil. Et donc, ce qu'il faut tirer de cette leçon, c'est la leçon d'après, c'est que, celle-ci, si vous souhaitez une robustesse équivalente à une communication filaire, utilisez une communication filaire. Voilà. Donc il y a plein de gens qui disent oui, mais tu penses, tu as étudié le Bluetooth Low Energy, tu prouves que c'est sécurisé. Bah, dans une certaine mesure, oui, mais je suis au courant de certaines attaques qu'on peut faire sur le Bluetooth Low Energy qui mettent en déroute toute la sécurité. Vous pouvez chiffrer autant que vous voulez, on peut quand même vous pourrir la vie. Et puis bien sûr, la grande majorité des protocoles de communication actuels fournissent des mécanismes de sécurité. Donc on a parlé ici de l'appairage, il me semble, sur le Bluetooth Low Energy, de l'authentification, du chiffrement, de la répartition spectrale. Terme technique, ça parle à quelqu'un peut-être? L'étalement de spectre, en fait, pour être plus précis. Donc en fait, typiquement, pour contrer le brouillage, qui généralement se passe sur une fréquence très précise, on va utiliser toute une plage de fréquences. Ce qui va demander des capacités de brouillage beaucoup plus importantes à l'attaquant. Donc là, en fait, c'est juste une question de pognon. C'est une question de à qui vous avez affaire en face et quel équipement il dispose. Si vous avez quelqu'un qui a beaucoup de sous, qui vous attaque un système très cher, un système qui est très critique, eh bien, il va pouvoir le mettre à mal parce qu'il aura le bon outil pour pouvoir balayer une plage de fréquences relativement large et brouiller tout ça. Donc encore une fois, c'est juste rendre plus difficile l'attaque, mais ça n'empêchera pas en tout cas. On ne pourra pas contrer totalement toute la partie DNI service. Et voilà, oui, la partie obvious pour la communication filaire. Si vous voulez utiliser, si vous voulez une sécurité. Et c'est pas neuf, hein. Ce que je vous dis ici sur la communication filaire, vous connaissez tous le web. Le web. Le Wired Equivalent Privacy, c'est un protocole qui, à l'origine, a été conçu pour fournir une équivalente de la sécurité d'une connexion filaire au niveau Wi-Fi. Voilà, hein, je pense que on a fait la démonstration de comment c'était pas terrible. Donc voilà. Donc pour terminer ce talk, donc globalement, les communications en sans fil c'est bien, mais il y a plusieurs problèmes. Donc, à part l'équivalent filaire, pour faire simple. C'est notamment des erreurs d'implémentation, des erreurs d'utilisation, des erreurs de configuration, et puis des erreurs protocolaires, où il y a des gens qui designent des protocoles et qui vont qui n'ont pas pensé à certaines vulnérabilités, pour des raisons diverses et variées, et qui vont poser problème. Donc tout ça, c'est en constante évolution. Ces protocoles évoluent au fur et à mesure, et les techniques, des fabricants de puces, par exemple, ou les développeurs, ont généralement un train de retard sur l'adoption. Vous savez que le Bluetooth 5 est sorti. Qui est-ce qui a un équipement compatible Bluetooth 5 dans la salle? Ouais, ok. Ça fait 1 an que c'est sorti. On voit tout juste arriver les équipements compatibles. De là à ce qu'on trouve une vulnérabilité dans le Bluetooth 5, il faudra encore attendre 1 an pour avoir des équipements qui soient bien protégés. C'est le jeu du chat et de la souris, comme d'habitude. Voilà, donc ça conclut ici ma présentation. Le but, c'était pas vous faire peur sur les communications sans fil, mais de vous dire de faire attention à ce que vous achetez au niveau des objets connectés en tout cas. Donc il y a juste des bons réflexes, appairage, regardez notamment quel protocole utilise ces systèmes, et soyez vigilants sur les objets connectés en particulier. Donc si vous avez des questions, on a encore un peu de temps.
qu'il y a des questions? Apparemment pas. Bon bah apparemment t'as été super clair. On dirait, ouais. Merci Damien. Ah si, 1 et 2, super. Bah voilà. Alors j'ai pas dit de goodies pour donner à ceux qui posent des questions, je suis désolé. Des fois c'est... Il y a certains qui font ça. Quelles sources on pourrait utiliser justement pour se renseigner sur ces vulnérabilités, être au courant pardon, des toutes les vulnérabilités possibles par rapport au Bluetooth, par exemple, où est-ce qu'on peut se renseigner là-dessus? Alors, pour le Bluetooth, faut aller du côté de certains Indiens qui bossent beaucoup là-dessus. Il y a quelques livres qui ont été sortis sur la sécurité Bluetooth, notamment Bluetooth de l'énergie, qui sont relativement bien faits, qui synthétisent surtout tout ça. À ma connaissance, il n'y a pas de grosse bible présente sur ces protocoles de communication. Disons que le point de départ, ça reste la norme. Alors la norme, c'est 2700 pages, un truc comme ça. Et que la partie Bluetooth, on a pour 1000 pages, faut pas vous ayez trop peur. Mais bon, ça c'est une première source d'information. Sinon, on va se tenir informé des dernières nouveautés qui sont publiées, voir pourquoi pas tester notamment certains outils. Donc on a pas mal d'outils qui existent, du man the middle, de la jacking, comme ceux que j'ai présenté cet été. On a des outils de sniffing aussi qui existent. Merci d'ailleurs pour la conf, en premier lieu. Après, ça serait sur les outils utilisés. Là, on a vu qu'il y avait un microbit de BBC. Est-ce qu'il y a d'autres matériels génériques qu'on peut utiliser pour faire des attaques ou sniffer ou tout ça? Ouais, alors typiquement, on retrouvera du SDR, donc tout ce qui est radio logiciel, pour ceux qui utilisent des HackRF ou ce genre de choses, des yardsticks ou similaires. C'est vraiment des outils qu'on va brancher en USB et qui permettent de convertir un signal radio en signal numérique que des programmes peuvent ensuite traiter. Donc on peut s'en servir pour faire de la démodulation, voire dans certains cas de la modulation et de l'émission. Donc pour des attaques où on a besoin de recevoir puis d'émettre des informations, ça peut être très bien ça, comme outil pour implémenter. Sinon, on a l'autre solution qui est moins polyvalente, qui est d'utiliser des transceivers dédiés par protocole. C'est ce que je faisais ici en fait avec le microbit. Le microbit intègre une puce 2 Go 4 qui supporte des modulations du Bluetooth de l'énergie, entre autres, mais aussi des protocoles utilisés pour les claviers souris sans fil. Donc on retrouve en fait quelque chose qui est polyvalent, qui peut faire à la fois du Bluetooth de l'énergie et des claviers souris sans fil. Et c'est pour ça qu'on retrouve cet équipement dans les quelques démos que j'ai fait sur ces deux technos. Et c'est quelque chose qui est tout à fait abordable, parce que là, ça revient à faire du développement sur le non marqué. Ça nécessite quand même de savoir développer sur des microcontrôleurs, ce genre de choses. Mais c'est quand même quelque chose qui est pas impossible à faire. L'idée, c'était que tout le travail qu'on a fait, nous, sur ces protocoles-là, c'est aussi d'arriver à interfacer plus facilement avec des langages plus faciles à prendre en main, comme Python ou même Ruby, pour ceux qui veulent, afin de faciliter, du moins, la mise en œuvre des attaques, ou du moins de faciliter la mise en place de communication avec ces protocoles. Donc typiquement, ce qu'a fait Mark Newlin, donc, que j'ai cité pour la partie clavier souris sans fil, c'est un firmware pour un petit dongle USB, donc c'est le dongle Unifying, donc j'ai pris un dongle Logitech, je l'ai reprogrammé, et je pilote ça en Python. Un peu plus compliqué, donc avec des bibliothèques qui ont été développées. Alors ça marche bien sûr que pour des claviers souris sans fil, hein, bien sûr. Si on veut attaquer du Sigfox ou du LoRaWAN ou autre, il faudra d'autres cartes qui permettent de supporter ces modulations. Alors je dis Sigfox et LoRaWAN, j'ai rien contre eux, loin de là. Mais bon. Comme pour du Wi-Fi, hein. Pour les attaques Wi-Fi, on prenait des cartes alpha, c'est exactement la même chose. C'est pas des cartes alpha, c'est des cartes dédiées permettant de communiquer avec les bons protocoles. Est-ce qu'on a une dernière question? Ou plusieurs? Non, ils sont tous timides. Ah, si, on peut retrouver les scripts Python quelque part? Bon. Alors, peut-on retrouver les scripts Python quelque part? Oui, en ce qui me concerne, par rapport à ce que j'ai publié, oui, les scripts Python, j'en ai certains sur mon GitHub, sinon si vous cherchez mouse jack par exemple, pour tout ce qui est clavier souris sans fil, donc mouse comme la souris et jack comme le prénom en anglais, vous tomberez sur tout ce qui est firmware et outils développés par Mark Newlin notamment, qui fonctionnent très bien d'ailleurs out of the box sous Linux. Et si vous avez une souris qui traîne, une vieille souris Logitech avec un dongle Unifying, vous pouvez directement le brancher et le reprogrammer. Il y a toutes les instructions pour le faire et refaire ce que j'ai fait ici. Alors, vous ne pourrez pas forcément reproduire l'attaque sur la souris ou le clavier, sachant que Mark n'a pas documenté ses attaques.
Il a mis, en fait, il y a les specs techniques, les détails de l'attaque, les détails techniques de pourquoi c'est vulnérable et comment ça peut être exploité, se trouvent dans la présentation, mais il ne fournit pas de preuve de concept ou d'exploit tout fait. C'était volontaire de sa part, hein. C'est pour éviter de donner un outil tout prêt à l'emploi. Mais si vous êtes intéressé par ces sujets-là, il y a moyen de reproduire, en tout cas avec son framework. Et un peu de travail, quoi. Pas de dernière question? Très bien, merci Damien, merci à toutes, merci à tous.